Merci beaucoup pour vos deux interventions qui ont bien mis en valeur les menaces actuelles à travers vos propos, Monsieur Gomard, et puis aussi toute cette nécessité, cette militarisation en œuvre qui se met en route, et cette nécessité aussi de suivre le mouvement sous les menaces que vous avez évoquées. Mes chers collègues, c'est à vous de prendre la parole. Donc, nous allons commencer par les orateurs de groupe, et en premier par Monsieur Romain Tonussi pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, un an a passé depuis l'attaque terroriste du Hamas en Israël. Permettez-moi tout d'abord, au nom de mon groupe, de saluer, 2 jours après le 7 octobre, la mémoire des victimes de cette ignominie et d'exiger la libération de tous les otages. Un an après, le risque qu'un conflit général embrase le Moyen-Orient est plus élevé que jamais, en atteste l'actualité au Liban. Dans ce contexte, le groupe Rassemblement national déplore de l'ONU que l'ONU ne soit pas en mesure de faire appliquer la résolution 1701 ordonnant un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Rappelons néanmoins que si Tsahal a anéanti la structure de commandement du Hezbollah, c'est car il menace la sécurité du nord d'Israël par le tir quotidien de roquettes. N'oublions pas non plus que ce mouvement terroriste est responsable de la mort de 58 parachutistes français dans l'attentat du Drakkar en 1983. Signe d'une conflictualité accrue, l'Iran a mené une attaque de près de 200 missiles balistiques sur Israël la semaine dernière. Le programme nucléaire iranien est source d'inquiétude, d'autant plus qu'il a atteint des taux de 60% d'enrichissement d'uranium, selon le dernier rapport de l'AIEA. Le risque est que face à une attaque israélienne, l'Iran puisse être paradoxalement tenté d'accélérer son programme nucléaire. Quel est votre regard de chercheur quant à ce risque d'escalade ? Concernant l'avenir du Liban, dont nous nous refusons à ce qu'il soit un terrain de jeu entre puissances rivales, pensez-vous que le rétablissement d'un État libanais indépendant soit possible maintenant que le Hezbollah est grandement affaibli? Enfin, quel rôle la France peut jouer dans une région où elle a une histoire, mais des moyens limités? Rappelons que 700 militaires français sont mobilisés au Liban dans le cadre de l'opération Daman. Nous tenons d'ailleurs ce matin à leur rendre hommage. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Messieurs, si vous voulez bien répondre. Le député, pour votre question, à laquelle je ne sais pas répondre en fait sur le risque d'escalade, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est-à-dire que je ne sais pas répondre parce que je ne connais pas l'intentionnalité de Benyamin Netanyahou. J'observe que la pente illibérale prise par son gouvernement est antérieure au 7 octobre, que le traumatisme du 7 octobre pour Israël est un traumatisme de nature existentielle. Il s'est traduit par ce que l'on a observé à Gaza et ce qu'on observe désormais dans le sud Liban. Comme je le disais dans ma présentation, pour moi, effectivement, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est en train de passer d'une logique, on va dire, infra-étatique entre Israël et les Palestiniens à une logique interétatique assez classique, avec des éléments, au fond, de maîtrise de l'escalade pour l'instant. On va voir comment Israël va répondre au bombardement, à la deuxième salve de bombardement iranien. Mais à mon sens, et c'est pour ça que je ne sais pas vous répondre, il y a un calcul israélien sur le fait d'une vulnérabilité inhabituelle de l'Iran, qui est travaillée, comme vous le savez, par des mouvements de contestation. La génération des gardiens de la Révolution est une génération vieillissante. Il y a une aspiration de la société iranienne très probablement à l'ouverture. Et d'une certaine manière, l'Iran se retrouve aujourd'hui affaibli par ce qui avait fait sa force jusqu'alors, c'est-à-dire ses proxys. En particulier le Hezbollah, dans une moindre mesure les Houthis au Yémen, évidemment le Hamas ou les milices en Irak. J'observe, et c'est pour ça que je ne sais pas répondre, mais je pense que cette idée d'embrasement général est peut-être une idée à corriger, c'est-à-dire que je ne vois pas de dimension régionale très forte, puisque ce qui me frappe, c'est d'une certaine manière l'absence de réaction des pays arabes en tant que tels. Alors sur le rétablissement d'un État au Liban en raison de la décapitation du Hezbollah, écoutez, le Hezbollah a beau être décapité, et vous avez rappelé effectivement le fait que c'est un groupe terroriste qui nous a fait du mal, les chiites libanais ne vont pas disparaître. Et donc, politiquement, la répartition entre chiites, chrétiens, druzes
et sunnite au Liban reste une question politique absolument centrale. Est-ce qu'on va arriver à une nouvelle élection présidentielle au Liban? Je crois savoir que, et ça me permet de répondre à votre troisième question, je crois savoir que la diplomatie française s'y emploie. Sur ce sujet, moi, la première chose qui me frappe, c'est l'impuissance totale de la communauté internationale. Et quand je parle de la communauté internationale, je vais commencer par les États-Unis et la France aussi, de pouvoir influer sur ce conflit. C'est-à-dire ce conflit, c'est Israël qui a la main sur le sujet. Moi, j'aime bien ce que dit sur ce sujet Gérard Araud, qui a été ambassadeur de France en Israël, et qui dit attention, dans les conflits, il ne faut pas se laisser dépasser par l'émotion. Parce que l'émotion, à un moment, est mauvaise conseillère. On l'a vu, là aussi... ayons toujours un peu la notion du temps long sur ces affaires. L'émotion, on l'a vu après le 11 septembre 2001 avec les États-Unis. Et encore une fois, le résultat 10 ans après, on voit l'Afghanistan, c'est revenu à la case départ. L'Irak, la tentative de changement de régime était une erreur totale. Moi, ma crainte pour Israël, si vous voulez, je dis bien ma crainte pour Israël, parce que Israël, il faut que ce pays, sa sécurité soit assurée. Ma crainte pour Israël, c'est qu'ils arrivent effectivement aujourd'hui à garantir leur sécurité et que dans 10 ans, tout ça recommence et de manière encore pire que la fois précédente. Parce qu'effectivement, vous n'alliez pas arriver à supprimer totalement un certain nombre de populations, et qu'en plus, une guerre, c'est des morts, hein, et les morts, c'est de la mémoire, et c'est de la mémoire de génération en génération. Et donc, vous créez du ressentiment, vous créez après du sentiment de vengeance, et tout ça est très mauvais. Donc, voilà, une fois que j'ai dit ça, je ne peux qu'avoir un sentiment total d'impuissance en tant qu'expert sur le sujet, ce qui me désole profondément. Merci, messieurs. La parole est à